Bonjour Frédéric. Alors ce soir, on a vu une superbe conférence. Est-ce que tu pourrais... Sponsorisée par Adobe quand même, il faut le dire. Exactement, et conteste. Et Contest. Alors, justement, on a parlé de digital, on a parlé d'emploi, on a parlé d'évolution du marketing. Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? Quelle était l'idée forte? Je crois que moi je retiens plusieurs petites choses. Enfin, petites choses. En peu de mots, mais quand même très important. La première, c'est qu'on est en crise et qu'on est dans une situation paradoxale. C'est que comme on est en crise, il faut sortir du rendement tous les trimestres. Enfin, c'est la pression des cours de bourse et des financiers. On est à court terme, on essaie de faire... On est à court terme. Donc on fait... c'est l'architecture du chiffre, quoi. On fait suer le burnous, sans imaginer qu'il y a peut-être justement d'autres moyens, et le digital en est un, je crois, privilégié, pour faire en sorte qu'on imagine des nouveaux systèmes, et on en a vu quelques exemples d'innovation absolument extraordinaires. Nicolas Bordas et donc son système Adidas Neo, hein, c'est ça? Avec la vitrine où on peut mettre les produits dans son panier grâce à son smartphone. Oui, c'est hallucinant. On a vu aussi avec Nicolas Bordas l'exemple de Nissan où on voit une maison, à côté il y a une voiture, et l'électricité de la maison est fournie par la voiture. Mais comme quelqu'un l'a dit avec beaucoup d'humour, c'est que au bout de 2 jours, quand il n'y a plus d'électricité dans la voiture, on est coincé, on ne peut plus rentrer. Bon, en fait, c'est plutôt conceptuel, et donc c'est intéressant parce que ça permet, disons, en cas d'inondation, de cataclysme, etc., peut-être de survivre pendant un certain temps. Et donc, je dirais aussi, ce que je retiens, c'est que c'est l'esprit start-up. Et la grosse difficulté, c'est que quand on est une grosse boîte, avec de l'embonpoint, avec des structures, avec des gens qui sont là depuis des années, voire les créateurs de l'entreprise, c'est très compliqué d'avoir l'esprit start-up. Et l'esprit start-up, il y a 2 manières de le faire. Soit on embauche une start-up, et quand les mecs de la start-up arrivent, ils insufflent un peu un esprit. Mais non, ils sont étouffés, ils peuvent plus vivre, ils sont avec des vieux logiciels, des vieux ordi, enfin que c'est... et de toute façon, ils dérangent tout le monde avec leurs idées à la noix. Ouais, ça change des process habituels. On a fait comme ça depuis des années pour qu'on change la quoi. Ben oui, et il y a un dessin humoristique où on voit le président d'une boîte qui dit « Mais votre idée est très bonne, donc je m'étonne que personne ne l'ait eue avant. Parce que là, de toute façon, si quelqu'un l'avait eu avant, on aurait été en retard et on aurait vraiment fait des conneries. » De même, un autre dessin extraordinaire, c'est un innovateur qui présente une noix qui pond des œufs d'or. Et le président dit, ça c'est bien, c'est quand même pas mal, mais on n'a pas budgété l'entretien de l'oie et la manière de la nourrir, etc. Ça perturbe complètement notre organisation. Ouais, donc en fait, c'est le fait d'avoir une très bonne idée, mais de la refuser, ça bouscule tout le monde. Ça va changer les habitudes. Ça change les habitudes, et en fait, il faut peut-être investir un peu, et il faut quitter sa zone de confort. C'est-à-dire la zone de confort où tous les matins, on a ses habitudes, à midi, le soir, etc. Enfin, dans l'entreprise, il y a ça aussi. Hein. Et finalement, pour quitter sa zone de confort, il faut un peu d'investissement, un peu de temps, et voilà. Hein. Nicolas Bordas parlait de la société qui a lancé Angry Birds, qui vaut 20 milliards de dollars aujourd'hui. Une petite boîte en Finlande. Et quand il posait la question à ces start-upers, en disant, mais vous avez réussi ça du premier coup, parce que ça semble un peu enfantin, ce société. Ouais. Et les mecs ont répondu, non, on a fait 26 start-up avant de lancer celle-là qui a eu du succès. C'est comme Edison avec son ampoule électrique. C'était un start-upper, Edison? Il a pris de bonnes idées, enfin il en a un peu volé d'ailleurs, mais il disait, avant de réussir à faire mon ampoule, j'ai tenté des dizaines ou des centaines de fois pour trouver la recette idéale avec la formule idéale pour le fil de l'ampoule. Mais alors, je voudrais te poser une question, Frédéric, toi qui es le spécialiste de la sérendipité. Est-ce que Edison a trouvé son ampoule par sérendipité? Je crois que c'était un petit peu par hasard. Je crois qu'ils ont testé pas mal alors, je ne connais pas exactement le principe, mais je crois que c'était un petit peu par hasard. Ah bon. Et toi, tu as la réponse? Non, je pense que c'est une démarche plutôt analytique
enfin, pas par hasard, il a creusé. Il a testé beaucoup de matériaux, beaucoup de résistance. Ah oui, puis aussi le gaz à l'intérieur de l'ampoule, évidemment. Tout à fait. Gaz inerte, hein, pour que sinon ça brûle. Voilà. Alors qu'est-ce que je retiens d'autre? C'est que vraiment, j'ai rarement assisté à une conférence aussi sérieuse et d'un niveau aussi haut. Il y avait Georges-Édouard Dias, donc, qui vient de quitter L'Oréal, qui était directeur digital de L'Oréal, qui nous a convaincus pour nous dire que les cosmétiques et la beauté, c'est du digital, c'est du relationnel digital. Écoutez, très fort. 250 000 tweets ou statuts tous les jours sur la marque, et il disait qu'il y en avait 1000 qui étaient intéressants, et sur les 1000, il fallait les exploiter à 100%, c'est ça? Là, je devais être en train de te photographier à ce moment-là, j'ai pas entendu. Bon, Nicolas aussi, Bordas, qui a montré des exemples époustouflants. Jacques Froissart, malheureusement, je ne l'ai pas entendu, mais je pense qu'il était aussi bon que d'habitude. Bon, vraiment, c'était un très bel événement. Et Olivier nous disait tout à l'heure qu'il a enregistré cette conférence, et je lui disais, comme ingénument, est-ce que tu as les droits? Elle me dit, je ne sais pas, on va les demander. Je dis, mais c'est même pas la peine, parce que cette conférence milite dans le sens de prendre des risques, faire des start-up, etc. S'il refuse, c'est que j'ai pas compris la conférence. C'est qu'il y a une incohérence entre le message et la réalité. Oui, mais il n'y en aura pas, je pense pas. Et toi alors Henri, raconte-moi, quelle est ton actualité? Mon actualité, oh là là. Je crois que tu as sorti un livre, Mr. Serendipity. Les aventures de Mr. Serendipity. Bah oui, moi je creuse le filon. Bon, enfin, c'est aussi une histoire de sérendipité. Et donc, c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Mr. Serendipity, à qui il arrive des tas d'aventures. Et évidemment, à chaque fois, ses projets changent, il rencontre plein de gens. Et donc, c'est un livre qu'on peut lire à des enfants à partir de 6 ans, mais que les enfants à partir de 8 ans peuvent lire. Et je pense que les adultes vont aussi apprendre des choses. À la fin du livre, il y a un petit test, aussi pour savoir si les enfants sont plutôt serendipity ou pas. Voilà, et donc il vient de sortir. Il est dans les bonnes crèmeries. Et dans les bonnes librairies, et sur les bons sites marchands habituels. Voilà. Et je suis en train de finir la rédaction d'un livre qui va s'appeler La créative attitude. Wow! Ah bah oui. Mais est-ce que c'est justement l'exploitation de tous tes bons papiers? Parce que tu m'as dit que tu allais faire un petit tour quelque part dans tous les anciens bouquins, les fichiers Word, etc. Alors, pour les publier sur Amazon. Pas que ça. Est-ce que ça va les publier sur Amazon, pas forcément sur Amazon, pas sur uniquement. Amazon, oui, ou les vendre en tout cas. Oui. Pas uniquement, c'est-à-dire que j'ai recollecté des choses que j'avais écrites ou des choses d'expérience que j'ai vécues, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant, donc j'ai fait un travail de curation, c'est-à-dire que je suis allé voir sur pas mal de sites, surtout anglo-saxons, des gens qui ont des idées sur la créativité, etc., et je les ai, je dirais, traduits, adaptés, pour les mettre dans le livre. Et en particulier, je suis tombé sur un article assez intéressant, c'est « Pour la créativité, faut-il boire du café ou de la bière ?» Oh. Alors, Frédéric. Moi, je bois du thé. Toi, t'es plutôt bouddhiste, alors. La créativité, en fait, moi, je la trouve pas sur l'instant. En fait, il faut un peu de temps. J'arrive pas, moi, à trouver de la créativité tout de suite. Et des fois, je pense à une idée. Mais ça soigne, Frédéric, ça se soigne. Ouais. Non, il faut attendre. L'analogie. En fait, j'ai des méthodes, par exemple, pour trouver un nom de marque, j'ai une méthode où, en fait, je cherche avec des synonymes, avec des analogies, avec des métaphores, etc., etc. Et finalement, avec moi, j'ai listé à peu près une quinzaine de méthodes pour trouver un nom de marque, et on arrive à trouver quelque chose. Tu peux me faire 2 pages là-dessus que je mettrai dans le bouquin? Je pourrais t'en faire 2 pages, mais sinon, parce que l'article, tu dois faire 10 pages. Ah bon, donc, écoute. Je te l'enverrai. Très bien. Très bien. Et alors, je vais répondre à la question. Contrairement à ce qu'on pense, le café et la bière ont des effets différents. Bon, la bière, c'est plutôt l'alcool. Le café, c'est l'énergie. Et en fait, si tu fais un travail minutieux de relecture, où tu as besoin d'attention et d'énergie, il faut prendre du café. Par contre, si tu fais un travail de réflexion, en fait, l'alcool abaisse, disons, les barrières de ton cerveau gauche, rationnel, etc. Et le rêve et l'imagination sont plus fournis. Donc,
ça dépend ce que tu veux faire. Mais si tu cherches un nom de marque, par exemple, tu as ta méthode. Mais je crois qu'une bonne chopine de bière, Ça peut aider. ça peut aider et tu trouveras encore plus de noms, tu verras. Ok, Henri. Et autrement, en tant que directeur d'une collection chez Kawa, qu'est-ce que tu nous prépares de nouveau en fait? Parce qu'il y a quasiment un livre qui sort tous les mois. Ah oui, même deux. Ce mois-ci, on a sorti 2 livres extrêmement intéressants. L'un sur les marketplaces. Ah, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Marketplace. Ah, bon, c'est ça. Mais il y a un sous-titre, L'avenir du e-commerce, D'accord. qui a été fait par Laura Cohen, qui vient d'avoir le prix du Cercle Marketing Direct. Ce livre est issu de son mémoire qu'elle a fait à la Sorbonne, section marketing. Donc, vraiment un très bon bouquin. Et l'autre livre qui va sortir incessamment, qui est sorti d'ailleurs, c'est sur le référencement. Un livre assez technique, mais qui, je dirais, qui décode un peu l'algorithme des moteurs de recherche et de Google en particulier, bien que Google n'est pas si bête et change son algorithme. Ah ben là, pas plus tard qu'il y a 10 jours, 15 jours, il y a eu encore un dernier changement qui a impacté surtout les sites historiques. Ah oui. Les vieux sites qui étaient là depuis des années ont perdu entre 10 et 15% de trafic. Moi j'étais légèrement impacté, et je connais plusieurs sites qui étaient vraiment bien référencés depuis des années, qui ont perdu 15 à 20%. La roue tourne. Exactement, place au neuf. Voilà, donc il y a ça. Alors qu'est-ce qu'il y a comme autre bouquin? Alors, un bouquin qui est un peu hors collection, mais je m'en occupe quand même, qui va s'appeler, tiens-toi bien, tu es assis là, Ouais, je suis assis. Les femmes et leurs chaussures. Oh, c'est intéressant ça. Enfin, on va tout comprendre. Alors, raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est exactement ce livre? C'est un livre qui est issu d'une étude sociologique qui a été faite et sponsorisée par Spartoo, qui est un des... Ouais, les leaders sur la chaussure en ligne. Voilà, sur l'e-commerce. Et donc, c'est une étude où on a été interrogé des femmes de tous âges, de tous milieux, et aussi des commerçants qui vendent des chaussures, pour savoir un peu quelle était leur réaction par rapport aux chaussures. Alors évidemment, on parle beaucoup des Loups-Boutins, tu connais? Oui, toutes mes collègues en ont, c'est pas vrai. Amis en rêve, en rêve. Bon, alors il faut qu'elles prennent des cours de marche quand même. Oui, parce que... En fait, ça fait mal aux pieds. Généralement, en fait, elles les ont dans le sac quand elles arrivent au bureau, elles les mettent parce qu'il y a de la moquette et ça va, mais après, quand elles rentrent, hop, elles remettent. Ah bah voilà, tout ça. Alors tu sais pourquoi on appelle les escarpins des escarpins? Parce que, moi, je sais pas, il y a des escarres. Ça, c'est la meilleure. Non, pas du tout. Parce que c'est escarpé, mon ami. Ah, d'accord. Et dans escarpin, il y a scarpa, chaussure, en italien. Okay. Et donc, justement, revenons à ce livre sur les chaussures. Quel est le rapport entre les femmes et les chaussures? D'abord, il y a un rapport de quantité. C'est que quand tu demandes à une femme combien elle a de chaussures, elle te dit, je sais pas, 5 paires. Ouais. Puis quand on va dans le dressing, il y en a un peu plus. Il y en a 20. Ouais. Parce qu'il y a celles d'été, celles d'hiver, Oui. les blanches, les rouges, les montantes, les tongs, voilà, les chaussures voilà. Bon, les hommes aussi un peu. Je ne sais pas si toi tu es chaussure. Pas trop, mais mine de rien, j'en ai quand même pas mal. Pas autant que ma copine, mais je commence à accumuler. Offre-lui des Loups-Boutins quand même. Bon, fais des économies quand même, parce que j'espère qu'elle aime le rouge. Ah bah oui, les semaines. Justement, ça me rappelle d'ailleurs une histoire avec Robert Cialdini, qui disait que dans le monde entier, toutes les femmes avaient une petite robe noire en fait dans leur dressing, et en fait c'était quelque chose qu'on voyait partout dans le monde, c'était quelque chose qui était assez saisissant. Et je pense que le rapport avec les chaussures doit être un petit peu pareil. Alors, tu me donnes une transition tout à fait étonnante, parce que j'ai lu évidemment Robert Cialdini et ses 6 principes de manipulation. Eh bien, tiens-toi bien. Récemment, je réétudiais les principes pour les mettre justement dans mon livre sur la créativité. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, mais nom d'une pipe, c'est exactement, mot pour mot, ce que fait Amazon sur son site de e-commerce. Ah oui? Ben oui, parce que la rareté, oui. La cohérence. Plus que 5 exemplaires. Voilà, la cohérence. Quand tu as acheté ça, tu vas acheter ça. L'effet miroir, tous les gens qui ont acheté ça, etc., etc. Enfin, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin, les 6. Le faux amis avec les commentaires. Non, les commentaires, principe, il faut être logué, etc., etc. Mais c'est aussi le reflet social. Enfin bref,
tu prends chacun des sites, alors j'ai fait un papier là-dessus, c'est remarquable. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait exprès ou est-ce qu'ils l'ont découvert comme ça? Je ne sais pas, mais cela dit, c'est ce que j'appelle la manipulation douce, parce que quelque part tu dis, mais ils me font plaisir, ils vont dans mon sens. Ah, voilà. D'accord. Bah tiens, je regarderai avec plaisir et je reprendrai ces fameux arguments de Cialdini qui, comme, sans être un marketeur, est quand même un des théoriciens qui a le plus, enfin, qui je trouve influence le plus en fait les marketeurs. Oui, non, mais sans le savoir. Enfin, nous sommes manipulés par... mais d'ailleurs, je suis en train de préparer un autre bouquin, mais celui-là, il n'est pas aussi avancé que le précédent, qui va s'appeler peut-être le consommateur manipulé par lui ou par les marques. Ah. Quelque chose comme ça. Ah oui, parce que c'est clair que nous, on se manipule nous-mêmes, on essaie de trouver des prétextes pour dire ah non mais je vais l'acheter parce que surtout des justifications a posteriori. Ah oui, généralement c'est l'émotion qui déclenche l'achat, c'est une bonne affaire, j'en ai besoin, ou alors il y a quelqu'un à côté, puis après on se dit non mais j'ai bien fait de le prendre, regarde c'est à ma taille, et puis je vais partir en vacances. Non mais l'émotion, mais si tu es dans le rayon et qu'il n'y a plus qu'une chemise ou un pantalon, et que quelqu'un vient mettre la main dessus, tac, tu le prends. Bah oui, mais c'est comme la foule qui attire la foule. Dans un restaurant, tout le monde se dira, un resto qui est vide, ah c'est pas terrible. Par contre, s'il y a plein de monde qui sont à l'extérieur pour rentrer, on va se dire, oh là, il faut absolument y aller. C'est comme l'époque des boîtes de nuit à Paris, à New York, même à Paris, quand il y a une longue queue, en fait, on se dit, moi, ça va Ils sont être tous génial. payés dans la queue, tu sais. Bah ça, c'était le cas des boîtes de nuit, le club, c'était le club 51, non, le club, c'était le fameux club disco à New York. Sur la fin, quand il n'y avait plus beaucoup de monde, ils recrutaient des gens dans la queue pour justement faire part qu'il y avait beaucoup. Et alors, je vais te dire aussi un truc de manipulation, c'est que quand tu veux acheter par exemple, au self-service ou un McDo, au dernier moment, tu hésites un peu. Si le gars te dit, bon ben écoutez, réfléchissez, je vais servir le monsieur qui est derrière vous, ou la dame qui est derrière vous, tout de suite, tu choisis. Parce que tu ne veux pas laisser ta place à quelqu'un d'autre. Oui, mais même il y a des techniques, le dire, vous voulez lequel, vous voulez le rouge ou le noir. Comme ça, en fait, on a un choix qui est limité et clac, ça nous oblige à choisir. Ou alors, il ne m'en reste plus que deux, faites vite, attention, il y a des gens derrière qui voulaient. Ça, c'est encore des petites techniques de... Mais c'est Cialdini, tout ça. Exactement. C'est le pied dans la porte. Voilà. Exactement. Bon, ben merci Henri pour toutes ces informations. Bon, écoute, on verra la prochaine fois s'il y a d'autres sujets. Oh, mais avec toi Henri, on arrive toujours à trouver des sujets intéressants. Tu es trop bon. Alors, si on veut en savoir plus sur toi, on va sur quel site internet? Si on parlait marketing, on fait Google, référencement, on fait tout ce qu'on veut. Et on tape Henri Kaufmann. Oui, c'est ça. Et autrement, pour les éditions Kawa, c'est éditionskawa.com? Oui, c'est ça. Alors le site a été rénové, il est formidable. D'accord. Merci pour tout et à bientôt. Salut Frédéric, merci à toi.